La parole est à Monsieur Éric Ciotti. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, vous venez par des mots empreints d'émotion, ce dont je vous remercie, de rendre hommage aux victimes de cet attentat qui a frappé la ville de Nice, ma ville, qui a frappé au cœur notre pays, qui a frappé l'humanité tout entière, puisque c'est à l'humanité, c'est à toute forme d'humanité que cette barbarie islamiste a voulu une nouvelle fois s'attaquer. Je veux à mon tour exprimer mes sentiments d'émotion et de reconnaissance. D'émotion, bien entendu, à l'égard des familles des victimes, nombreuses. Vous avez rappelé ce terrifiant bilan. Et en même temps, exprimer ma reconnaissance à tous ceux qui ont participé à cette formidable chaîne des secours, aux policiers de la police nationale qui ont intercepté ce camion avec un courage extraordinaire et auquel il faut rendre hommage, aux policiers municipaux, à toute la chaîne des secours. Mais, Monsieur le Premier ministre, cet attentat ne doit pas nous laisser sans réponse. Notre devoir, notre responsabilité collective est de tenir compte de ces 240 morts qui ont frappé la France depuis le Bataclan. Vous avez trouvé les mots pour définir ce phénomène. Oui, la France est en état de guerre, mais vous n'avez pas trouvé, Monsieur le Premier ministre, la réponse pour apporter une réponse claire, précise, efficace à l'angoisse des Français, à la montée de ce terrorisme. Alors aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre, je vous le dis, nous vous le demandons, il faut changer de stratégie. Nous sommes en guerre, utilisons les armes de la guerre, parce que si nous ne combattons pas avec ces armes de la guerre, alors ces terroristes abattront notre démocratie. Merci, Monsieur Ciotti. La parole est à Monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, nous avons hier, c'est vrai, jusqu'à tôt ce matin d'ailleurs, longuement discuté de la prolongation de l'état d'urgence et à travers ces débats, nous avons évoqué beaucoup de sujets qui viennent d'être traités à travers vos questions. Bien sûr, d'abord, nos pensées vont vers les victimes, les morts, 84, les blessés, ceux qui luttent encore aujourd'hui pour la vie, les blessés handicapés à vie, handicapés pour toujours, ceux qui garderont à tout jamais dans leur chair et dans leur esprit ces moments atroces. Je veux aussi avoir une pensée avec vous dans ces moments-là pour toutes les victimes des attentats de ces derniers mois qui revivent à travers le drame atroce de Nice, ce qu'ils ont pu vivre en janvier ou en novembre 2015. Tous, évidemment. Et d'ailleurs, cela change totalement de nature le travail d'aide aux victimes qui devra être le nôtre, parce que nous comptons aujourd'hui des centaines, des milliers de personnes à travers les familles, les proches concernés par ces attentats. C'est quelque chose, malheureusement, de totalement inédit pour notre pays, en tout cas depuis ces dernières décennies, et donc c'est vers eux qu'évidemment nous devons nous tourner. Bien sûr, notre responsabilité, c'est de protéger les Français. Ils sont inquiets, ils ont peur, ils l'expriment, et ils l'ont exprimé partout, dignement, bien sûr, à travers la minute de silence lundi, et ces moments sont importants à chaque fois, parce qu'il est essentiel que la nation puisse se retrouver. Ils l'ont fait également à Nice, et merci de vos mots, Monsieur Rodissal, mais je ne confonds pas ce qui était l'attitude de l'immense majorité de cette foule qui se recueillait, qui chantait la Marseillaise avec ses sifflets. Et puis de toute façon, il nous appartient à nous, ceux qui gouvernent, et ceux aussi qui représentent la nation, d'endosser et de porter avec responsabilité, lucidité, humilité, le poids, car c'est un poids, c'est une charge
pour chacun d'entre nous. J'entends parfaitement l'exigence des Français et j'entends aussi l'exigence de l'Assemblée nationale comme celle du Sénat. Nous aurons l'occasion, dans le débat qui commencera à 17 h sur la prolongation de l'état d'urgence, de revenir aussi sur ces questions. Hier soir, vous l'avez évoqué, M. Éric Ciotti, et pour vous comme pour Rudy Sall, j'ai évidemment une pensée toute particulière. Vous êtes élu de cette ville de Nice que Claude Barthelone a décrit avec des mots qui viennent du cœur d'un Méditerranéen. Mais je comprends tout à fait cette exigence, et notamment la question sur la stratégie. J'ai été l'un des premiers, et c'est aussi mon rôle, comme chef du gouvernement ou avant comme ministre de l'Intérieur, à détecter, à me rendre compte de ce que représentaient comme menace, dès l'été 2012, les premières filières syro-irakiennes. Et ce que cela pouvait représenter comme menace venant de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Et j'avais évoqué, je le répète ici, au Sénat d'abord et ensuite à l'Assemblée, en présentant la première loi antiterroriste qui tirait les leçons essentiellement des crimes de Toulouse et de Montauban, mais aussi de la première commission d'enquête sur ce qui s'était passé en mars 2012, travail mené par l'Assemblée nationale sous la houlette des députés Urvoas et Verchères. Et j'avais évoqué d'ailleurs un ennemi intérieur. Ça m'avait été parfois reproché, mais je voulais qualifier ce que nous étions en train de connaître, c'est-à-dire les risques d'une véritable guerre intérieure. Évidemment, sauf à l'extérieur. Regardez le beau documentaire de Bernard-Henri Lévy, Peshmerga, sur ce qu'est une guerre au Kurdistan, à la frontière de Mossoul. Regardons-le, parce que c'est à travers ce type de documentaire, ou évidemment du travail des journalistes, qu'on voit ce qu'est la réalité de cette guerre. Mais en France, les choses sont évidemment très différentes. C'est très différent. Mais c'est une guerre. C'est une guerre qui n'a rien à voir avec ce que nous avons connu au XXe siècle, mais c'est une guerre qui nous est menée. Chacun l'a dit avec ses mots. Et c'est pour cela que nous avons pris en responsabilité tous les moyens, les lois qui, par ailleurs, ont été votées par une immense majorité des parlementaires, les 2 lois antiterroristes, celle que j'ai portée, celle que Bernard Cazeneuve a portée, les 2 lois sur le renseignement. Et je l'ai évoqué hier, ça faisait 30 ans que nous n'avions pas une nouvelle loi sur le renseignement. La précédente avait été portée par Michel Rocard et par Édith Cresson en 1991. Et ces lois, elles sont nécessaires. Ce n'est pas un seul outil, parce que nous voyons bien que c'est à la fois le traitement humain, le travail de la police et de la gendarmerie, du renseignement, le travail sur les réseaux sociaux, sur Internet, la mobilisation de la société qui doivent être engagées pour lutter contre le terrorisme. La nouvelle loi de procédure pénale annoncée, confortée par le président de la République lors de son discours à Versailles, les amendements qui ont été pris venant de tous les groupes de la majorité comme de l'opposition, de l'Assemblée comme du Sénat, nous permettent d'avoir un arsenal que je crois à la mesure du défi qui nous est posé. Alors bien sûr, il faut en permanence s'adapter, parce que l'ennemi, l'adversaire, lui, s'adapte en permanence. Il s'adapte en permanence. D'ailleurs, nous voyons bien que nous faisons face au moins à 2 modes opératoires, l'organisation de groupes depuis la Syrie ou l'Irak, coordonnés en Belgique ou en France pour ce qui concerne les derniers attentats, avec des parcours, avec des individus au parcours criminel, délinquants, aguerris, souvent au maniement des armes de guerre, et qui ont commis ces attentats. Et d'ailleurs, grâce à nos services, 16 projets d'attentats ont été déjoués, dont celui du groupe Cricket, je l'ai évoqué, en mars dernier, et qui s'apprêtait à commettre des attentats particulièrement meurtriers. Mais nous avons un autre mode opératoire, au moins, qui est celui que nous avons vu à Nice, qui plus est là cette fois-ci, avec un individu radicalisé sans doute en très peu de temps, inconnu des services, pas fiché S, connu uniquement défavorablement par les services de police pour les raisons qui ont été évoquées, ou par les services sociaux du conseil départemental des Alpes-Maritimes. Et donc, face à cela, nous devons nous adapter. Je pense que nous avons les outils en matière de police, de gendarmerie, de renseignement. Et encore une fois, ceci peut être amélioré. Nous l'avons déjà amélioré.
C'est sous ma responsabilité comme ministre de l'Intérieur que nous avons fait la réforme de la Direction générale de la sécurité intérieure. Et avec un vrai sujet, nous avons évoqué hier la disparition des renseignements généraux. Mais moi, je crois vraiment, comme le ministre de l'Intérieur, que nous devons nous appuyer sur la police et sur la gendarmerie pour ce renseignement de proximité, pour recueillir le maximum d'informations, en lien bien sûr avec les travailleurs sociaux, avec les services sociaux. Et le travail qui est mené par le gouvernement, par les ministres Marisol Touraine ou Laurence Rossignol, va dans ce sens, puisqu'il s'agit de mobiliser tous les services sociaux avec souvent des cultures qui sont très différentes par rapport au travail bien sûr de la police, de la gendarmerie ou de la justice. Et nous pensons que police, gendarmerie, justice ont aujourd'hui ces moyens. Mais là encore, il faut être ouvert, attentif, tout ce qui peut nous permettre en efficacité de mieux lutter contre le terrorisme sans jamais sortir de l'ordre constitutionnel et de l'état de droit, le gouvernement y sera pleinement attentif. Enfin, bien évidemment, j'aurai l'occasion tout à l'heure de répondre à une question sur les opérations extérieures. C'est évidemment tout à fait essentiel puisque la guerre se joue au moins à court et à moyen terme en Irak, en Syrie, sans doute en Libye. Mais pas seulement. La guerre, elle sera très longue sur notre sol. Et quand j'ai dit qu'il y aurait d'autres attentats, d'autres victimes innocentes, même si Malek Bouti avait tout à fait raison hier de dire dans le débat que nous faisons tout pour les empêcher et que nous gagnerons bien sûr cette guerre. Ce n'est pas par fatalisme, mais c'est parce que nous devons cette vérité aux Français. Et si tout l'arsenal qui était proposé hier soir, ou par d'autres en dehors de cette enceinte, était adopté et mis en œuvre, et qu'il y aurait des attentats, quel est le nouveau pas que nous devrions à ce moment-là franchir? Nous voyons bien la difficulté. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Patriot Act, peine de mort en Floride, moyens exceptionnels qui ont été mis en œuvre. Est-ce que le drame d'Orlando a pu être évité? Ça veut bien dire que c'est d'une très grande complexité et que le terrorisme de Daesh, son idéologie, les kits qu'il fournit à ces terroristes, à ces individus, quel que soit le qualificatif, à ces terroristes, à ces meurtriers, est d'une très grande efficacité malheureusement, et c'est pour ça qu'il faut se mobiliser. Et Madame la députée, vous avez tout à fait raison de dire, la seule réponse dite sécuritaire, elle est évidemment indispensable, comme la réponse judiciaire avec l'aggravation des peines, mais on voit bien que c'est toute la mobilisation de la société qui est nécessaire. J'y reviendrai aussi tout à l'heure. Enfin, pardon Monsieur le Président, mais je voudrais être précis sur un sujet. Et je veux répondre à Rudy Sall de la manière la plus précise et avec la précision chère au ministre de l'Intérieur concernant les événements de Nice. Parce que je pense qu'il faut donner tous ces éléments ici à l'Assemblée nationale. Comme l'a rappelé le préfet des Alpes-Maritimes, l'organisation du feu d'artifice, monsieur le député, vous le savez, du 14 juillet avait été précédée de 2 réunions qui associaient la ville et la préfecture, ainsi que 2 autres réunions, les 1er et 12 juillet, entre la direction départementale de la sécurité publique et la police municipale. Police municipale que je connais bien, je suis souvent allé à Nice. Nous avons souvent dit d'ailleurs avec messieurs Estrosi et Ciotti que les 2 polices municipales les plus efficaces qui pouvaient exister étaient celles de Nice, celles d'Évry, évidemment beaucoup moins nombreuses que celles de la ville de Nice. Donc je connais bien cette efficacité et je connais bien aussi la vidéosurveillance. Mais nous savons tous que ça ne suffit pas. Lors de la première réunion qui s'est déroulée le 28 juin à 15 h, la préfecture avait appelé l'attention de la ville sur la nécessité de mieux sécuriser l'environnement de la manifestation. Lors de la seconde réunion qui s'est déroulée le 7 juillet à 15 h, un accord avait été trouvé pour mettre en place un contrôle aléatoire des accès, comme pour le carnaval de Nice, autre grande manifestation. Un arrêté du 11 juillet, signé par le directeur général adjoint de la ville, le directeur général adjoint en charge de la sécurité, de la proximité et des quartiers, réglementait la circulation sur la promenade des Anglais et ses abords, car c'est une responsabilité du maire, de la police municipale. Ce dispositif a été concerté, consenti et validé par le maire de Nice. Sinon, cela aurait signifié que la collectivité locale organisatrice du feu d'artifice, ce n'est pas l'État qui organise les feux d'artifice dans ce pays, aurait accepté l'organisation d'un événement sans souscrire au dispositif de sécurité. Qui peut l'imaginer un seul instant? Et pour cause, le ministre de l'Intérieur a reconstitué la liste de tous les policiers nationaux qui étaient sur le terrain à partir des mains courantes attestant de leur engagement. Ils étaient 85 à 19 h,
89 à 20 h, 92 à 21 h, 64 entre 22 h et 23 h. Et nous tenons ce tableau récapitulatif des présences à la disposition de la justice. En tout et pour tout, 185 policiers nationaux et 20 militaires de l'opération Sentinelle étaient mobilisés à Nice dans le cadre des festivités du 14 juillet. Et par ailleurs, les policiers municipaux étaient en périphérie de l'événement, en charge notamment de la circulation. Et c'est d'ailleurs, cela a été rappelé par tous, le courage des fonctionnaires de police présents qui a permis de stopper le terroriste avant qu'il ne tue davantage. Et ce travail avait évidemment été nourri par l'expérience de la préparation de l'Euro, puisque 5 exercices antiterroristes majeurs avaient été organisés à Nice. Voilà, mesdames et messieurs les députés, moi je suis convaincu que le pays a besoin de vérité, a besoin de tout savoir. Mais nous devons, nous qui exerçons les responsabilités, vous qui êtes parlementaires, vous qui avez exercé des responsabilités, vous qui souhaitez à nouveau exercer des responsabilités, nous avons un devoir de vérité et d'exigence vis-à-vis de nos compatriotes. Ça sera un combat long, difficile. Il y aura encore malheureusement des victimes. Mais ce combat, nous le gagnerons au Levant et en France, parce que c'est la France qui a été attaquée, parce que c'est les pays des droits de l'homme, parce que c'est le pays de la laïcité, parce que c'est un pays qui prend ses responsabilités au Levant comme au Sahel, parce que c'est un pays qui compte des millions de compatriotes et de concitoyens musulmans, et que le terrorisme s'attaque à notre société pour la diviser, et nous vaincrons d'autant plus que nous serons unis et solidaires face au terrorisme pour le vaincre. Merci, Monsieur le Premier ministre.